Alors, notre quatrième panel de la journée porte sur un sujet qui est vraiment intéressant, donc la reprise d'entreprise collective. Alors, quand on passe de incorporé à coop. Et pour modérer ce panel qui risque d'être très intéressant, j'inviterai parmi nous Dimitri Yana, qui est associé en gestion privée de patrimoine. Bonjour, Monsieur Yana. Bonjour Camille, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, Dimitri, parce qu'il y a tellement de sujets à aborder dans ce panel, je vous laisse immédiatement la parole. Merci beaucoup Camille. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce panel sur le reprenariat collectif. Avant de vous présenter le sujet puis ce qu'on va aborder, je me permets de vous présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Ils seront trois. J'aurai d'une part la chance de m'entretenir avec Pascal Brulotte, directeur général à la coopérative Edgar. Bonjour Pascal. Allô Dimitri. J'aurai aussi François Morissette avec moi, directeur investissement coopératif chez Desjardins Capital. Bonjour François. Bonjour Dimitri. Et dernier, mais non le moindre, il a mis un veston pour l'occasion, il nous l'a précisé tantôt, Monsieur Vachon, Gilles, de son prénom, président et directeur de la programmation à la coopérative Radio Web Média des Sources. Bonjour Yana, bonjour tout le monde. Alors, notre panel, comme Camille l'a mentionné, puis je l'ai un petit peu abordé, va parler de reprenariat collectif. Pourquoi il est intéressant? Parce que c'est généralement une façon de reprendre qui est moins répandue, moins connue, mais qui est tout aussi intéressante et enrichissante dans l'expérience qu'elle en a. Et nos trois panélistes vont nous permettre en fait de mieux comprendre ce que ça implique, puis comment on fait pour procéder à un reprenariat collectif. En sachant que notre temps est limité, j'ai envie de démarrer tout de suite notre discussion avec Pascal. La question qui va ouvrir notre panel, c'est en ce qui concerne le transfert, comment le changement vers le mode coop s'est opéré? En fait, en ce qui nous concerne, ça s'est opéré assez rapidement. Ce qui est intéressant dans l'expérience qu'on a vécue, c'est qu'on avait, nous, la chance d'avoir un Inc. qui avait eu cette vision-là de, en fait, céder son organisation aux employés. Il faut comprendre qu'à la Coop Edgar, c'est un groupe de l'engagé, on est tout près de 80 personnes. Donc, le Inc. voulant céder son organisation a eu cette idée-là de le faire à l'intérieur d'un modèle de coop de travail. Ce que ça a permis, et un des gros avantages, c'était de faire un groupe, ce que seul on ne pouvait pas faire, c'est-à-dire acheter une entreprise d'une aussi grande valeur. Donc, on avait la chance, collectivement, avec une mise de fonds pas si importante que ça, quand on le répartit sur l'ensemble des gens, de garder une entreprise au Québec, parce que cette entreprise-là, il y a des gens, il y avait des intérêts étrangers qui souhaitaient mettre la main dessus, et on a pu faire ça. Donc, on garde notre entreprise au Québec. Collectivement, on est capable de poser un geste qu'individuellement on ne pouvait pas faire, soit acheter une entreprise. Et tout ça exigeait une mise de fonds minimum. Puis aucune garantie, en fait, personnelle. Fait qu'on y voyait vraiment beaucoup d'avantages. Excellent. De ton côté, Gilles, je pense que l'expérience est un peu différente. Parle-nous un peu de comment ça s'est fait de ton côté pour la coopérative Média des Sources. Dans notre cas, l'entreprise n'était pas officiellement à vendre. C'est une entreprise qui était d'un unique propriétaire, mais qui voulait passer le flambeau à un autre groupe. Et elle faisait toujours face à des entreprises très, très grandes comme les gros groupes radio. Et la peur de perdre cette antenne régionale-là bloquait la vente parce qu'elle disait non, je ne laisserai pas aller mon entreprise pour que ça devienne juste un relais de retransmission d'une station de radio de Montréal ou de l'extérieur. Alors,
ce volet-là a fait qu'on a eu des rencontres. Moi, à titre d'ancien employé de nouveaux retraités, connaissant bien la propriétaire, elle m'a informé qu'il y avait des employés au sein de l'entreprise qui étaient intéressés, mais un peu dans le même principe que nous a expliqué Pascal, la mise de fonds initiale de chacun des membres, c'était pas évident. Et en créant une coopérative, on a pu créer cette alternative-là pour acheter la station de radio. Excellent. Donc, les motivations étant un peu les mêmes, n'ayant pas d'intérêt international, mais tout de même de garder le produit authentique et à l'endroit où il est. Dans ton cas, c'est dans la région, puis dans le cas de Pascal, c'était au Québec. Si je me tourne vers François, les deux, nos entrepreneurs ont montré quelques avantages. Je serais curieux de t'entendre parler des avantages que toi, tu as vus dans les dossiers que tu as travaillé, puis ceux que tu vas travailler aussi dans le futur pour le modèle collectif. Merci Dimitri. Effectivement, il y a plusieurs avantages à travailler sous forme coopérative. Évidemment, le premier, Pascal l'a dit, c'est de faire ensemble ce que seul on ne pourrait pas faire. Donc, la force du groupe permet d'aller plus loin dans le montage financier, mais aussi dans le partage du travail par la suite, parce que gérer une entreprise, ça demande du boulot. Lorsque tu es propriétaire unique, ben, tu as toutes les tâches qui te reviennent à toi, alors qu'en groupe, on peut les partager. Donc, ça, c'est super intéressant pour ce qui est du groupe promoteur dans le principe de relève. C'est aussi une excellente façon de retenir tes travailleurs, tes employés, tes ressources. C'est la force de chaque entreprise, surtout dans le contexte de pénurie actuellement qu'on vit de la main-d'œuvre, de s'assurer que nous avons nos employés, nos bons employés avec nous, qu'on les garde et qu'ils sont motivés et mobilisés à notre mission. Lorsque c'est à eux l'entreprise sous forme coopérative, c'est doublement avantageux d'avoir ce véhicule-là. Je dirais aussi pour le cédant, c'est assurément une source de fierté. Pascal en faisait mention un peu et Gilles aussi, dans le sens que l'entreprise demeure dans sa région, dans son où elle a été fondée, où elle a fonctionné. Et c'est aussi la meilleure façon, les meilleurs actionnaires potentiels, c'est eux qui connaissent le mieux l'entreprise, c'est eux qui ont contribué à l'amener où elle est aujourd'hui. Donc, pour le cédant, c'est aussi une source de motivation de dire ce que j'ai bâti va continuer de par la force de mes employés qui étaient avec moi. L'autre avantage qu'on y voit beaucoup au niveau de faire du reprenariat sous forme collective, c'est qu'on est chanceux au Québec, on a un écosystème qui est très, très riche pour accompagner nos promoteurs, tant pour le financement, tant pour le conseil. Il y a des organismes qui sont dédiés directement à la formule coopérative, à l'accompagnement, à la création, la formation des gens, formation sur le conseil d'administration, parce que le jour on est employé, le soir on est administrateur. Les rôles étant différents, il faut bien comprendre, bien saisir ce qu'on a à faire dans chacun de ces rôles-là. Donc, on a la chance au Québec d'avoir un écosystème qui est très riche à cet effet-là. Excellent, merci. Puis, on aura l'occasion d'aller un peu plus loin dans les enjeux qui sont peut-être rencontrés lors de la transformation des entreprises. Je reviens à mes deux entrepreneurs, puis dans le panel qui nous précédait, Camille et les deux entrepreneurs qui ont repris parlaient des fois du clash qui peut exister dans la façon d'aborder l'entrepreneuriat pour la nouvelle génération. Je ne veux pas vous sortir la génération, mais bon, j'ose croire que ceux-ci étant plus jeunes que vous, je vais commencer par Pascal. Quel avantage tu vois pour cette nouvelle génération qu'on aime mettre entre 18 et 40 ans? Quel avantage le transfert collectif peut avoir pour cette génération-là? En fait, je trouve ça vraiment intéressant comme question. Puis quand j'écoutais les panélistes avant nous, je voyais ressortir différents éléments. On a une génération montante qui a ce désir-là vraiment intrinsèque de vouloir être impliqué, de vouloir avoir de l'impact dans sa communauté, dans sa collectivité, chez ses amis. Le modèle collectif, le modèle coopératif, donne ce privilège-là aux gens d'être très impliqués dans leur organisation. Indépendamment de la grandeur, que ce soit une petite coop ou une grande, il y a des moyens et il y a des instances à travers ces organisations-là qui vont donner des possibilités aux gens réels d'avoir un impact dans leur organisation. Je pense que ça fait une très grande différence. Tout d'un coup, on est un travailleur qui fait sa job tous les jours. On arrive, puis on est loyal à notre organisation, mais on le fait pour quelqu'un d'autre. Là, tout d'un coup, on le fait un peu pour nous-mêmes, mais surtout pour un groupe. Puis on est conscient qu'on a de l'impact dans ce groupe-là. Fait qu'on voit les défis de façon différente tout d'un coup.
Alors moi, je pense que c'est un des éléments les plus importants que je voudrais souligner. Gilles, de ton côté, je sais que tu as l'occasion de travailler avec des plus jeunes dans ton équipe très, très proche. Comment ça se traduit de ton côté? Chez nous, le côté, les trois entrepreneurs qui ont pris en main la coopérative au départ, c'est des gens de 40 ans et plus. Alors, nous, on est dans un autre modèle, puis on est dans un modèle plus petit aussi. Pascal, on parle d'une centaine d'employés. Nous, on est 6. 5 employés à plein temps, 2 à temps partiel. Alors, les nouveaux employés, ce sont les jeunes, ceux qu'on amène vers la radio. Et bon, il y a une difficulté à ce niveau-là. La difficulté est celle de leur faire voir à quel point ça devient pour eux un avantage. Alors, il y a de l'éducation à faire. Il y a également les amener à comprendre que l'avenir... tu sais, c'est pas juste l'été prochain, l'avenir, ça peut être dans les 5 et 10 prochaines années. Et de s'impliquer au niveau de la coopérative peut t'aider non seulement financièrement, mais ça peut t'aider également au niveau de connaissances administratives, ton implication au sein de la coopérative. Mais tout ça doit être fait dans un cadre un peu d'éducation pour faire prendre conscience à quel point la formule coopérative est un avantage pour tous les employés. François, de ton côté, as-tu vu une différence dans l'approche pour les entrepreneurs qui seraient venus cogner à ta porte pour procéder à ce transfert-là, pardon? Ben, effectivement, les plus jeunes, ce qu'on remarque beaucoup, c'est qu'il y a une adéquation beaucoup entre leurs valeurs, leurs besoins, leur vision de l'avenir à cette génération-là et les principes coopératifs de base. Là. Je reviens à de la théorie de base, mais c'est tout à fait cohérent. D'abord, les jeunes cherchent beaucoup la primauté de la personne. C'est la base fondamentale d'une coopérative. Une coop répond aux besoins de ses membres. Elle est là pour ça d'abord et avant tout. Donc, ça vient en corrélation avec le besoin et la valeur première, je pense, de cette génération-là. Puis, c'est une adhésion qui est volontaire, qui est participative, qui est collaborative. Mes collègues l'ont dit tout à l'heure. C'est de faire ensemble ce qu'on ne ferait pas seul, effectivement. Donc, c'est de partager tout ça, mais c'est aussi de tirer avantage collectivement de la production du bien ou du service qu'on fait au niveau de la coopérative. Donc, c'est vraiment une adéquation de valeurs intéressante pour la coop et pour cette génération-là de rester dans son territoire, dans sa région, dans son patelin, dans son village, et en même temps d'avoir une autonomie, de gérer une entreprise, parce qu'une coop, c'est vraiment une entreprise. Oui, ça répond à des besoins, mais c'est une vraie business, comme on dit souvent. Il y a des comptes à rendre, il y a de l'administration, de la comptabilité, etc. Mais il y a aussi tu le fais, comme disait Pascal, pour toi, pour le groupe, pour la région même qui bénéficie de la présence de cette coopérative-là, de cette entreprise-là dans son milieu. Et ensemble, il y a tout l'aspect d'intercoopération qui interagit. Donc, chacun est là aussi pour s'aider. Chacun a son marché, chacun a ses développements d'affaires à faire, mais en même temps, le réseau des coops est là aussi pour favoriser l'entraide entre chaque coop pour aller plus loin dans notre modèle d'affaires chacun. Ouais, puis si je peux me faire le porte-parole rapidement de ce groupe, je pense que même dans mon cas, c'est pas un côté collectif, mais ça demeure une occasion d'entrepreneuriat où est-ce que l'associé que j'ai est d'une autre génération que la mienne. Le point d'ancrage, vous l'avez tous nommé, c'est vraiment la valeur. Qu'est-ce que moi, je me vois faire dans 20 ans? Puis il faut qu'aujourd'hui, ce soit ça qui drive la décision de soit me mettre en groupe avec les autres pour reprendre une entreprise ou encore d'avoir une quelconque initiative qui va dans ce sens-là. On tombe dans le morceau le plus crunchy, je dirais, de notre discussion qui se retrouve à être les enjeux. Parce que oui, le modèle coopératif a une panoplie de qualités, mais avant de se rendre à la finalité, il y a certaines choses à faire en amont. Puis je serais curieux de commencer par Pascal, qui a une réalité de plus grande envergure. Quels ont été les enjeux rencontrés dans ton processus? Je commencerai par l'enjeu lié à un repreneur d'un Inc. vers une coop. C'est deux univers complètement différents. Donc, il y a eu cette première préoccupation-là de se rejoindre à quelque part. Un Inc., il est seul, il a son banquier, il prend ses décisions, puis il va de l'avant. Le monde coopératif et de l'économie sociale,
c'est un réseau de partenaires. Ça va pas à la même vitesse. Donc, c'est important qu'il y ait une communication vraiment efficace entre la coop et les gens qui sont les repreneurs, disons, et le Inc. Une fois qu'on établit ces bases-là, ça va bien. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut mettre beaucoup d'énergie. La deuxième, en ce qui nous concerne, c'est le nombre. On avait une centaine de personnes presque là, à mobiliser. Donc, on le disait tantôt, c'est intéressant quand on dit, par exemple, la mise de fonds, on la prend sur plusieurs personnes, donc on est capable collectivement de prendre cette bouchée-là. Ceci étant dit, il faut communiquer aussi avec l'ensemble de ces gens-là pour les garder mobilisés. On fait ça comment? Nous, on a un bureau à Québec, on a un bureau à Montréal, il y a des gens aussi à l'extérieur. On est dans un univers, encore dans l'univers de la pandémie, donc on est tous à distance. Donc, la mobilisation. Alors ça aussi, c'est un enjeu important. Comment faisons-nous pour garder nos gens mobilisés puis les faire cheminer? Donc, on a mis en place différents mécanismes pour le faire. On se parlait une fois par semaine, on réunissait tous les membres virtuellement, puis on donnait de l'information. Le troisième élément, c'est que là, on passe d'une organisation où les gens sont des employés à des gens qui deviennent propriétaires de l'organisation à travers un modèle qui amène un nouveau niveau de réalité, c'est-à-dire celui de la gouvernance. Un conseil d'administration, des nouveaux rôles, des comités. Alors, la plupart des gens dans notre organisation avaient peu d'expérience dans ces univers-là, dans ces sphères-là de l'organisation. Donc, beaucoup de pédagogie. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être bien accompagné au fur et à mesure, puis de ne pas brusquer les choses, franchir les étapes, avoir un bon rythme, mais avoir du rythme, ça ne veut pas dire aller nécessairement trop rapidement. Donc, avoir un bon rythme de croisière, toujours avancer, mais ne pas négliger la pédagogie qu'on doit amener au fur et à mesure qu'on franchit les étapes. Ça, c'est fondamental. Puis, avant de me tourner vers Gilles, je sais que dans la grosseur de l'organisation que tu as, il y a aussi toute la notion de transparence qui devenait de plus en transparence vis-à-vis les processus, vis-à-vis la gestion, la façon de faire, qui a dû être quelque chose d'assez important à mettre en place de ton côté. Oui, absolument, tu as raison, Dimitri. Je fais souvent référence au Inc. Le Inc., c'est fermé, il possède ses informations, son chiffre d'affaires, ses stratégies. Tout d'un coup, on dit à presque 100 personnes « Hey, on va acheter cette organisation-là. » Ben, ils veulent pas faire un chèque en blanc, là. Donc, c'est important à travers tout le processus, au bon moment, de livrer les bonnes informations. Et ça fait vraiment une différence énorme. Une fois qu'on communique aux gens, qu'on commence à faire confiance à nos gens, ben on sent la mobilisation monter. On sent l'engagement des gens. Puis nous, la moyenne d'âge là, à la coop, à peu près autour d'une trentaine d'années. Fait qu'on est pile dans la cible. On parlait tantôt de 18-40 ans. Donc, c'est des gens ça, qui ont besoin de s'ancrer dans une organisation, qui ont besoin d'être engagés. Mais pour le faire, ils veulent être informés. Et ça, c'est important qu'on le fasse. Donc, tout au long du processus, à toutes les semaines, on est en transparence, on livrait les messages. Voici les étapes qui ont été franchies. Voici les défis qui sont devant nous dans les prochaines semaines. Voici les moyens qu'on propose pour y arriver. Puis on avançait comme ça de semaine en semaine jusqu'au moment où on a fait le closing. Donc, et ça, je pense que ça fait partie des éléments de succès de cette aventure-là. Magnifique. Gilles, de ton côté, plus petite équipe, l'engagement a dû être abordé différemment. Comment tu t'y es pris ou vous y êtes pris, parce que tu n'es pas seul, pour stimuler l'engagement dans ton processus? Bien, moi, au point de départ, avant de parler de l'engagement, c'est de parler de comment ça s'est installé. Parce que notre entreprise, contrairement à celle de Pascal, je me posais même la question, comment vous avez fait? Ça semblait être facile de votre côté. Bien, dis-nous, on a acheté des actifs. Ah ben, nous, de notre côté, on a acheté des actions parce que notre entreprise était complètement différente. Plus petite entreprise, mais je vous dirais, il y a des éléments qui étaient beaucoup plus compliqués. Parce que si nous, on achetait les actifs, ce qui veut dire acheter l'émetteur de la station de radio, antennes, etc., on se retrouvait sans permis. Alors, il fallait acheter les actions de la compagnie. En achetant les actions de la compagnie, là, je me retrouvais au moins dans une situation facilitante où je n'avais pas à me retrouver devant le CRTC, à me battre contre les belles Cogeco de ce monde. Alors ça a été l'élément où tout le monde étant
tous ensemble, on dit, bon, là, quand on parle d'engagement, on travaillait tous dans le même sens. Bon, par la suite, je vous dirais, ça nous a amené à faire des modifications au cours des années suivantes pour absorber l'incorporation de façon à ce qu'elle soit, aujourd'hui, l'incorporation n'existe plus, c'est la coopérative qui est vraiment propriétaire. Mais il a fallu passer tout par un processus. Alors, l'engagement, on n'avait pas le choix, tes tripes sont sur la table. Puis, mais je vais, par rapport à Pascal, je vais aussi faire une autre comparaison. Pascal disait, il y a des éléments qui sont plus longs, c'est plus difficile à faire avancer. Pas difficile, mais c'est plus long parce qu'il y a des prises de décision qui peuvent être un petit peu plus longues. Et dans notre cas, il y a des éléments, c'est le contraire. Ça nous a permis d'être actifs. Moi, je peux vous dire, dans mon ancienne vie, en affichage, pour aller chercher un terrain, un emplacement pour placer un panneau publicitaire, parce que nous, on fait de la radio, mais également de l'affichage numérique, ça pouvait prendre 5, 6 ans. J'ai déjà vu 10 ans pour aller chercher un panneau auprès d'une municipalité. Moi, je peux vous dire que dans notre cas, compte tenu qu'on était une coopérative, la MRC était derrière nous, nous a poussés, nous a offert les terrains, nous a offert les avantages. Et aujourd'hui, bien, nous avons en main des panneaux publicitaires qu'on a obtenus en l'espace de ça a pris 3 mois dans une municipalité, puis 9 mois dans l'autre pour accoucher de panneaux publicitaires. C'est pas dans notre liste, mais j'ai envie que tu racontes la petite anecdote de la panne d'électricité. J'ai trouvé ça pertinent. Puis pourquoi je le présente, c'est que ça représente un peu un des avantages de ton modèle dans ta communauté, puis dans la grosseur de ton entreprise, si tu es à l'aise de nous partager. Oui, bien, l'effet levier d'une coopérative dans ta région, dans ton secteur. Nous, en plus, on est une entreprise de diffusion d'informations locales. La seule qui parle vraiment des enjeux dans notre région. Alors, c'est sûr que ce soit les députés, maires, tous les dirigeants dans la région sont heureux de nous avoir parce qu'on devient pour eux une bonne courroie de transmission d'informations. Ils tiennent à informer les gens de la région de ce qui se passe. On a eu une panne électrique qui a duré 24 heures. Nous n'avons pas de génératrice, ni à l'émetteur, ni au studio. Alors, 24 heures de temps sans être en ondes. C'est problématique. Le lundi suivant, j'ai appelé le préfet en lui posant la question, « Coudon, avez-vous dans vos budgets des éléments qui permettraient d'aller chercher ce qu'on appelle les secours des montants d'argent qui permettraient de pouvoir aller chercher pour nous des génératrices qui serviraient en cas d'urgence, des secours d'urgence. Et donne-moi un petit peu de temps, je te reviens. À la fin de l'avant-midi, il était revenu en disant, ben écoute, tous les maires de la municipalité, de la MRC sont d'accord, on vous offre une partie du financement, et la partie du financement, c'est plus que la moitié. Et si nous avions été une incorporation, une entreprise dont le propriétaire unique tend à ne faire que des profits pour lui-même, pas sûr que j'aurais eu la même réception. Et aujourd'hui, bien, les budgets sont là. Nous sommes en pleine négociation pour assurer de ficeler tout ça. Et on va avoir nos génératrices d'ici quelques mois. Magnifique. Ben, je suis assez content de voir que l'enjeu en soi s'est transformé en force au final, dans un contexte où le besoin était criant puis il était immédiat. Dernier morceau de notre discussion va se retrouver vers l'accompagnement, l'importance de l'accompagnement et la valeur que ça a dans le transfert de l'entreprise. Je vais commencer par François. Le réseau de partenaires au Québec, tu l'as nommé au départ, que ce soit financier ou autre, est assez développé. Fait que je suis curieux de t'entendre vis-à-vis les outils qui sont à la disposition des entreprises qui aimeraient faire cette transition-là. Super, merci Dimitri. Effectivement, l'accompagnement est fondamental dans un transfert d'entreprise, peu importe lequel, que ce soit d'une Inc., d'une incorporation à une incorporation, d'une compagnie à une coopérative. C'est fondamental que le groupe promoteur se fasse accompagner parce que c'est un métier en soi. Transférer une entreprise, c'est pas simple.
peu importe la forme à la base, il y a des impacts à analyser du côté fiscal, du côté comptable, du côté légal aussi, environnemental. Et ça demande des expertises pointues qu'il faut aller souvent déterminer et chercher pour se faire accompagner. Puis la principale compétence que ça prend, c'est qu'il faut être capable de négocier avec le vendeur aussi. Et c'est un contexte particulier. Tu négocies souvent avec ton employeur, tu rachètes ton employeur, tu négocies avec ton patron. C'est pas évident, tu sais. Il pourrait y avoir des barrières qui freineraient des gens qui ont l'intérêt d'eux, mais qui se sentent un peu moins à l'aise du côté de négociation. Donc, pour accompagner nos groupes promoteurs, le mouvement coopératif au Québec est bien outillé et tant avec des gens comme la Coop de développement régional du Québec, le réseau Coop qui est la Fédération des coops de travailleurs, le CQCM qui est le Conseil québécois de la mutualité, de la coopération, mais il y a aussi différents partenaires privés, des comptables, des avocats, des fiscalistes qui connaissent aussi la formule coopérative et qui sont en mesure de bien accompagner ces groupes-là. Ça peut sembler au départ exigeant, coûteux d'avoir des spécialistes qui nous accompagnent, mais moi, je l'ai toujours dit, c'est un investissement, c'est pas une dépense. C'est vraiment un investissement sur l'avenir, sur le potentiel de l'entreprise, sur la qualité de la transaction que la coop va pouvoir faire avec le cédant pour qu'en bout de ligne, on n'ait que des gagnants. Le cédant est heureux de vendre son entreprise et les repreneurs qui sont les membres de la coop et la coopérative elle-même sont en mesure de continuer à faire croître et grandir cette entreprise-là. Donc, c'est vraiment, faut vraiment mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Et je le dis parce qu'on a eu des cas où c'était un peu moins évident et c'est plus difficile. Donc, ça étire les délais souvent et on dit tout le temps c'est un peu plus long en coop, il y a plus de monde. Oui, mais en même temps, c'est pas une raison de ne pas profiter de cette expertise professionnelle-là pour bien encadrer, bien attacher, bien ficeler notre projet pour le rendre viable et grandissant pour le futur. Merci François. Pascal, dans la grosseur d'entreprise que tu as, le volet financier a dû avoir quand même un gros rôle à jouer dans la transition, la transformation du modèle. Parle-moi un peu de la façon dont ça s'est fait, puis quel est le rôle que l'accompagnement a pu jouer pour que ça devienne un succès finalement. Écoutez, je mettrais un gros panneau d'avertissement avant mon témoignage en disant c'est peut-être pas le meilleur modèle. Tantôt, on parlait de la vitesse, du rythme. Nous, c'est un peu particulier parce que la coop a été formée, le travail a été formé en juillet 2021, autour de ça. On a fait le closing le 1er décembre 2021. Donc, le rythme a été effréné. Ce qui nous a permis de tenir ce rythme-là, c'est nécessairement l'accompagnement qu'on a eu. On n'aurait jamais été en mesure de le faire si ça n'avait pas été de ça. Quand je pense à cette aventure-là, puis que je vois François, évidemment, j'ai toujours des bons souvenirs parce que on est devenus amis. On se parlait à peu près à tous les jours, des fois 2 fois par jour. Donc, parce que moi, j'arrivais en poste, puis j'avais pas cette expérience-là. Moi, j'avais jamais acheté dans l'entreprise, donc j'arrivais avec un peu de références. J'avais un Inc, moi, qui avait le goût que ça avance, qui avait le goût. Il était au rythme du Inc. Donc, j'avais besoin, moi, d'avoir des partenaires autour de moi qui me rassurent par rapport au processus, qui me rassurent par rapport aux moyens qu'il y a en place, puis qui me disent « Hey, on va l'avoir, Pascal. Voici les étapes qu'il faut franchir cependant pour y arriver. » Alors, les partenaires financiers, et je les appelle des partenaires. J'aime mieux pas des banquiers, parce que dans cet écosystème-là, je crois qu'on peut vraiment qualifier ces gens-là qui sont aux finances de partenaires parce que on sent que c'est solide. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le processus, on se rend compte que si jamais on met un genou à terre, qu'on a une difficulté financière, ben ces gens-là sont là pour nous accompagner et s'assurer que le modèle soit périn. C'est sûr que dans une grosse organisation comme la nôtre, il y avait des millions de dollars qui étaient en jeu. Donc, de faire ce montage-là financier pour racheter une entreprise sans qu'il y ait aucune garantie sur la tête de personne, ça demeure un défi important. Et c'est évident que nos partenaires vont vouloir creuser davantage pour s'assurer que l'organisation qu'on est en train de mettre en place va être en mesure de pouvoir supporter l'organisation et continuer à la faire croître.
Ça, c'est les partenaires financiers. Les comptables sont importants aussi. Nous, on s'est fait accompagner par une avocate tout au long du processus. Donc, tous ces gens-là qu'on a mis autour de nous ont supportés, nous ont aidés à franchir les étapes, nous ont transmis des connaissances aussi, parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans le processus, ben, on apprenait comment, c'est quoi acheter une entreprise. On apprenait c'était quoi le reprenariat. C'est toutes des notions, du jargon auquel on n'était pas habitué de confronter, ou on ne travaillait pas avec ça généralement. Mais pour arriver à faire cette transaction-là en 6 mois, ça prenait cet accompagnement-là. Donc moi, je suis d'accord quand François témoigne que peut-être qu'effectivement, il y a des coûts, mais il ne faut pas le voir comme une dépense, il faut le voir comme un investissement. Parce que quand on arrive à la fin, lorsqu'on a été bien accompagné, ben on est solide. Il ne faut pas négliger aussi que durant tout ce processus-là, comme entrepreneur, même si c'est collectif, il reste que il y a des moments où est-ce qu'on peut être découragé, il y a des moments où on a de la misère à avoir les solutions, mais lorsqu'on peut se retourner vers nos partenaires, puis poser des questions, puis ces gens-là sont là pour y répondre, puis généralement, ça va très vite, ben c'est rassurant aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je dirais que de jamais hésiter, ne jamais hésiter à investir dans l'accompagnement, c'est, à mon sens, à moi, une clé de succès là, pour le reprenariat. Absolument. Puis j'aime les termes que vous avez tous les deux utilisés. François a parlé d'investissement. Quand on parlait des coûts qui sont engendrés autour, toi, tu as parlé de partenariat. Je pense que dans le projet d'entreprise, on ne s'attend pas à ce que ça soit fait, surtout dans un modèle coopératif. Le but, c'est pas avoir le rendement demain matin. On sait que c'est un processus qui est long terme. Donc, peu importe le temps qu'on met ou l'argent qu'on met en amont, c'est fait pour avoir une valeur pérenne qui soit imbriquée dans l'entreprise qu'on est en train de mettre en place ou de créer. Puis des partenaires comme ça ont ce rôle-là à jouer. Gilles, toi, comment ça s'est imbriqué? Puis je sais que tu connais aussi François vis-à-vis son rôle puis dans le transfert que vous avez fait, mais je serais curieux de savoir, toi, d'un point de vue accompagnement, quel rôle ça a joué, quelle importance ça a eu. Bien, dans notre cas, le côté, je vais faire du pouce sur ce que Pascal disait quand il parlait de partenaires et d'investissement. Il ne faut pas oublier que le Centre de transfert d'entreprise du Québec est là pour t'aider justement à te donner des premiers dollars pour pouvoir faire ton analyse de marché, l'analyse financière. Alors, nous avons pu compter sur eux. Le réseau Coop a été ceux qui nous ont formés à titre à former comme entreprise, comme coopérative. Puis par la suite, le travail s'est fait avec les partenaires bailleurs de fonds. Alors, le fonds Essor, le risque, la fiducie du chantier. Puis celui qui était le premier à s'engager, et ça a été vraiment, bon, j'ai parlé tout à l'heure de l'aspect régional. On a eu tout de suite l'aide, si on veut, l'appui de la MRC. Mais à un moment donné, tout le monde dit « Ouais, mais là, qui va mettre quel montant à quel endroit? » Et un appel chez Desjardins pour dire « Bon, notre entreprise, l'incorporation, est avec vous depuis des années. Voulez-vous qu'on demeure avec vous? On aimerait ça que vous placiez un montant d'argent pour dire « Bon, ben parfait, on investit avec vous dans la coopérative pour l'achat de l'entreprise de façon à ce que votre projet puisse aller de l'avant. » Desjardins, en ayant mis un peu comme son imprimature, ben tous les autres après ça ont fait comme « Ah, il y a quelqu'un au niveau bancaire qui est prêt à investir, qui y croit, ben on va regarder plus sérieusement. » Et c'est là qu'est arrivé le risque, la fiducie, le fonds Essor. Et en quelques mois, tout s'est ficelé. Contrairement à Pascal, c'est drôle, il faut dire... Lui, grosse entreprise, il dit que ça s'est fait sur Fast Track. Ben, nous autres, c'est le contraire. Petite entreprise, ça a été plus ardu. Ça a été plus long. Parce que ça a beau être un plus petit montant, mais là, ils disent, ouais, mais là, vous prenez en main une entreprise qui, tu sais, c'est pas solide, là, l'entreprise, là. Ça marche, là, juste. Comment vous allez faire pour la rendre financièrement rentable? Bien, là, on a un nouveau plan, on a un plan d'affaires, on dépose le plan d'affaires. Et on nous dit toujours, soyez
originaux, soyez original, arrivez avec un plan, il faut sortir du cadre. On arrive avec un plan qui sort du cadre et là, on nous répond, ouais, mais là, c'est parce que ça s'est jamais fait. Mais là, Ça sort trop du cadre. tu sais, ça sort trop du cadre. Aidez-nous. On arrive avec quelque chose de différent qui démontre qu'on va diversifier les revenus de l'entreprise radio. Nous, c'était en ajoutant des panneaux publicitaires numériques, en ajoutant des revenus par le web, en travaillant avec les médias sociaux. On arrivait vraiment avec une offre globale média et on a fini par convaincre nos partenaires. Mais je vais vous dire qu'il y en a quelques-uns qui ont été durs à convaincre. Excellent. Ben, merci beaucoup, Gilles. Merci à Pascal aussi, François. Je pense que si je fais la synthèse de ce morceau-là, l'accompagnement peu importe de quel côté il se prend, vous avez nommé le Centre de transfert d'entreprise, vous avez nommé les institutions financières, vous avez nommé des professionnels, la liste de laquelle là, je fais partie. Je pense que si l'objectif dont ils sont ce qui leur donne envie de travailler avec vous, c'est de vous aider à être périn. Ben, ça ne peut qu'avoir une valeur très importante pour vous dans le présent, puis dans le futur et à la pérennité de vos entreprises respectives. Je vais voir si on tomberait dans la période de questions en réalité, donc je vais valider si on n'a pas quelques questions qui se sont présentées. Si c'est pas le cas, moi je vais continuer, il nous reste encore quelques minutes en posant une question à chacun d'entre vous, en commençant par Pascal, qui va être la même en fait pour tout le monde. C'est si vous deviez refaire le même processus aujourd'hui, en voyant ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous feriez différent en 1 minute? En 1 minute, je mettrais d'emblée la date du endgame un peu plus loin pour enlever un petit peu de pression sur tout le monde. Parce que je vous dis que, quand je vous disais le gros panneau warning là, au début de mon allocution, de faire attention, faire très attention à ça. Le rythme est important, puis il faut être réaliste aussi. Ça prend parfois un peu plus de temps, mais c'est solide et c'est ce qu'il faut retenir. François, toi, s'il fallait que tu donnes un différent conseil en sachant que c'est pas toi qui fais la transaction, tu dirais quoi? Ben, de pas négliger l'accompagnement toujours, on revient à la même question, mais aussi de croire au modèle coopératif, avec ses forces, avec ses enjeux aussi, mais de croire qu'ensemble, on peut faire plus et aller plus loin, plus vite. J'y crois toujours, ça aussi. Même si des fois, il y a des embûches, des fois, oui, on dit que c'est plus long, il y a plus de monde à consulter, mais en bout de ligne, on enrichit toujours le projet en le faisant comme ça, à mon point de vue. Et je pense que c'est gagnant pour la pérennité de l'entreprise et de son développement dans sa collectivité. Gilles, dernier mais non le moindre. La patience. La patience, il faut avoir de la patience parce que effectivement, tout se fait pas au rythme et à la vitesse qu'on voudrait que ça se fasse. Et faut être conscient qu'on nous sommes tous des nouveaux entrepreneurs, nous sommes pas nés avec l'ADN coopératif, mais la minute que tu as obtenu, que tu as cette piqûre-là coopérative, moi, j'ai l'impression que ça doit te rester jusqu'à la fin de tes jours parce que elle offre tellement d'avantages. Je me verrais pas si, la question à la base était qu'est-ce que tu ferais différent? En tout cas, ce qui est sûr, ce qui ne serait pas différent, je m'en irais pas autrement que sur un modèle coopératif. Magnifique. Je pense que c'est une très belle façon de clore notre panel. Je vous remercie énormément, vous trois, Pascal, François et Gilles, pour votre temps, pour vos impressions, puis vos histoires qui, j'en suis certain, sont assez pertinentes et vont potentiellement donner envie à certains de nos auditeurs et auditrices de suivre le modèle ou du moins de l'explorer pour un avenir futur de leur entreprise actuelle. Merci encore à vous trois. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, je repasse la parole à Camille. Rebonjour à tous. Et bon, je vous dis merci à mon tour. Dimitri, une excellente job de modération pour un panel très, très pertinent. Alors, messieurs, au plaisir de collaborer sous peu. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.